Salut, ici Maxime Johnson. J'ai essayé cette semaine un nouveau MacBook Pro d'Apple. C'est la première fois en 4 ans qu'Apple revoit le design de son ordinateur professionnel. Règle générale, c'est pour le mieux, mais des fois c'est aussi pour le pire et c'est ce qu'on va aller voir de plus près à l'instant. La première chose qu'on remarque avec le nouveau MacBook Pro, c'est le design. Alors, lorsqu'il est fermé, écoutez, ça paraît pas beaucoup, c'est vraiment la même forme, le même genre, mais il y a quand même quelques petites modifications. Il est premièrement plus petit surtout. Donc, le MacBook Pro de 13 pouces là, est à peine de 14 mm. Là, c'est minuscule, c'est vraiment pour les performances, c'est quelque chose auquel on n'aurait pas pu s'attendre il y a quelques années seulement. Lorsqu'on regarde aussi de plus près, c'est pas juste la minceur qui est nouvelle, c'est aussi le format. Alors, si je prends par exemple ici le MacBook Pro 15 d'il y a de l'année dernière, donc qui est le même design qu'il y a 4 ans, et celui de cette année, on voit il est plus court et il est moins large aussi. Donc, c'est plus petit là, dans tous les axes X, Y, Z. C'est Ça reste quand même là, dans la même du même ordre. C'est pas vraiment ridiculement plus petit. On n'est pas dans le territoire du MacBook, par exemple, mais euh, c'est quand même notable. Maintenant, lorsqu'on ouvre l'ordinateur, on voit plusieurs autres différences. Premièrement, le clavier, c'est un clavier archi mince. C'est le clavier qui a été développé par Apple pour le MacBook, donc c'est vraiment un nouveau genre. Les touches ne sont pas profondes. Et ça, je vais revenir un petit peu plus loin en fait. Donc, restons sur le design pour l'instant. Euh, L'écran, donc le contour de l'écran, le cadre est plus mince qu'il était auparavant. Ce n'est pas majeur, mais c'est quand même un petit peu. Ce qu'on voit vraiment de grandes différences aussi, c'est le pavé tactile. Donc le pavé tactile est rendu très grand. C'est à l'image, encore une fois, de ce qu'Apple avait fait pour le MacBook. Et en fait, on va comprendre que le MacBook a vraiment là, ouvert le chemin, ouvert la voie pour le reste. Ensuite, le pavé tactile, donc, il est excessivement grand. C'est vrai avec le modèle de 13 pouces, c'est encore plus vrai avec le modèle de 15 pouces. C'est vraiment une taille qui n'a absolument aucun bon sens. Je n'ai jamais vu quelque chose qui vraiment se rapproche de ça. Là. C'est à se demander en fait si Apple n'aurait pas pu rendre son pavé tactile compatible avec son stylo, avec son Apple Pen. Ça aurait probablement été une bonne idée. Ça aurait probablement eu un intérêt marqué, entre autres, pour les gens en design. Moi, je ne suis pas convaincu. C'est peut-être quelque chose qu'on va voir là, dans les prochaines années. Peut-être qu'il y a encore de l'optimisation à faire, mais ce serait quand même logique. Ce serait un ajout logique et ce serait un ajout que Apple pourrait faire considérant la taille de ce pavé-là. Donc, ce ne serait pas aussi gros qu'une tablette Wacom, mais ce serait quand même assez peut-être pour faire des petits ajustements des fois. Là. Donc, c'est quelque chose à surveiller là, au cours des prochaines années. Je ne serais pas surpris. Alors, pour le design, c'est principalement ça. Maintenant, les autres différences, on va les voir sur les côtés. Et c'est à propos des ports. Donc, les ports, maintenant, on n'en a que 5. On a 4 ports USB-C, un 2 ici, 3 4 et un port audio. Alors, Apple a choisi de ne pas aller dans la même voie qu'elle a faite avec l'iPhone 7. Et ici, le jack audio demeure. C'est une excellente nouvelle et l'inverse aurait été fâchant en fait. Et les ports USB-C, bien, écoutez, ce sont des bons ports, c'est des ports qui peuvent être réversibles, c'est des ports qui peuvent servir autant à la recharge qu'au transfert. Donc, le MacBook peut être chargé à gauche comme à droite, tout ce qui est pratique, c'est plus élégant si votre prise n'est pas du bon bord. Et ça peut être utilisé pour transférer des données, ça peut être utilisé pour un moniteur externe, ça peut être utilisé pour vraiment n'importe quoi. Donc, le standard USB-C, c'est un standard qu'on voit de plus en plus. Personnellement, moi, juste cette année, j'ai testé des haut-parleurs USB-C, des téléphones USB-C. C'est vraiment là, le standard fréquent qu'on voit déjà énormément et qu'on va voir vraiment beaucoup plus au cours des prochains mois et des prochaines années. C'est le standard du futur, ça ne fait aucun doute. Maintenant, le MacBook Pro, comme vous remarquez, il a aussi perdu des parts. Donc, il a perdu son port de recharge MagSafe, donc qui était un port qui était magnétique. Donc, si on l'accrochait, c'était pas grave. Il perd aussi ses ports USB-C normales et il perd son adaptateur, sa fente pour carte SD et son port mini DisplayPort. Alors, ça fait beaucoup de choses qui manquent à l'appel. Peut-être on peut aller dans le détail pour voir si c'est vraiment des gros manques. Écoutez, je vais le prendre pour vous montrer, pour parler.
Alors, le port MagSafe, écoutez, oui, c'était le fun, c'était pratique, c'était vraiment chouette. Ceci étant dit, je préfère avoir un chargeur USB-C qui peut être utilisé à d'autres choses et qui peut être utilisé d'un côté comme de l'autre dans mes ports actuels. Donc moi, pour ça, ce n'est pas, c'est pas une perte parce que ce qu'on gagne est mieux. Les ports mini DisplayPort ici, ben écoutez, ça dépend. Si vous en serviez, c'est dommage. Honnêtement, moi, je m'en suis jamais servi. C'est le genre de choses qui va bien avec un adaptateur de toute façon parce que ça va rester sur votre table, sur votre bureau et le USB-C à terme va remplacer ça. Donc, je dirais qu'à long terme, c'est pas un gros problème. À court terme, ça va être un inconvénient pour certains, un inconvénient qui va nécessiter l'achat d'un petit adaptateur. Et ça, c'est quelque chose qu'on va dire souvent là, dans le test du MacBook Pro, malheureusement. Le port USB-C, écoutez, ça c'est dommage. C'est un problème. Si vous voulez, il y a beaucoup d'accessoires qui utilisent encore des USB-C, que ce soit pour tester juste une clé USB par exemple. Il y a beaucoup de choses que vous en avez besoin et c'est quelque chose que vous allez devoir absolument avoir là, un adaptateur. Même l'iPhone, si vous voulez le brancher, vous avez besoin d'un adaptateur. Donc ça, c'est vraiment c'est une grosse perte. Est-ce que c'est la fin du monde? Non, c'est pas la fin du monde. Mais c'est ça, ça va vous prendre absolument cet adaptateur-là ou un autre, là, mais il n'y a comme pas d'autre choix. Le MacBook doit être acheté avec des adaptateurs et vous allez devoir les transporter. Donc quand vous les avez avec vous, c'est pas élégant, c'est pas joli, mais bon, c'est pas la fin du monde. Si vous l'oubliez, par exemple, là, ça peut être fâchant. Ensuite, l'autre chose qu'on perd, on perd un port HDMI. J'ai l'impression que beaucoup de monde, plus de monde vont regretter ce port-là que le port micro display port, mini display port, pardon. Ceci étant dit, encore une fois, un adaptateur là, peut remplacer ça assez facilement, donc jusqu'à USB-C. Si tu en achètes plus, c'est dommage, mais c'est le genre d'affaire qui reste toujours sur le même moniteur de toute façon. Donc, c'est pas la fin du monde, mais ça pourrait être un inconvénient pour certains. Moi, ce qui va me manquer le plus, personnellement, c'est la fente pour carte SD. Donc, évidemment, c'est pas tout le monde. Moi, personnellement, je trouve que c'est un gros manque parce que les appareils photo, les logiciels pour transférer de façon sans fil, ils sont pas encore là, ils sont pas encore au point. Ça marche, mais pas tout le temps. Ça marche pas tout le temps avec les ordinateurs. Ensuite, les vidéos, souvent, ça marche pas avec les protocoles sans fil. Donc, moi, ce qu'on fait ici, là, je vais devoir après ça le transférer avec une carte SD, avec un adaptateur. Donc, ça, c'est un problème plus gros pour moi. Maintenant, évidemment, bon, moi j'ai pas besoin du HDMI, j'ai besoin de la carte SD. Il y a d'autres mondes que ça va être l'inverse. Donc, ça reste à voir, vous. Dans tous les cas, ce qu'il faut faire pour contourner ce problème-là, c'est des adaptateurs. Donc maintenant, lorsqu'on ouvre l'ordinateur, écoutez, il y a plusieurs choses qu'on va remarquer. Premièrement, pour l'allumer, je n'ai plus besoin d'entrer de mot de passe. Je peux tout simplement utiliser mon empreinte digitale avec Touch ID et écoutez, ça fonctionne bien. Ça prend une fraction de seconde et c'est fait. Le bouton peut aussi être comme enfoncé parce que c'est le bouton pour allumer l'ordinateur. L'écran, c'est un nouvel écran pour Apple. C'est un écran qui utilise une technologie avec beaucoup plus de couleurs qu'avant. C'est pas la première fois qu'Apple fait ça. En fait, tous les ordinateurs d'Apple, tous les écrans d'Apple viennent avec cette technologie-là, avec plus de couleurs. Donc, pour certaines personnes, ça va être important. Pour d'autres, la plupart des gens ne s'en rendront pas vraiment compte. Ceci dit, on ne se le cachera pas. Il y a quelque chose qu'on se rend compte, par exemple, c'est la luminosité. Alors, elle est vraiment beaucoup plus forte qu'avant. Ça monte à 500 nits, c'est très bon. J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer dehors parce que présentement il neige et c'est pas du tout intéressant ou il fait froid. Mais j'ai hâte de voir l'été. Sûrement que si les gens qui ont à travailler des fois dehors, par exemple sur un balcon ou quelque chose comme ça, ou encore dans des pièces très lumineuses, j'ai l'impression que ça va faire un effet quand même assez intéressant. Donc ça, c'est un nouveau plus. Maintenant, je vous avais parlé du clavier tantôt, je vais y revenir. C'est un clavier qui est, donc, que les touches s'enfoncent moins que la normale. Et c'est
c'est quelque chose qu'Apple a fait pour pouvoir faire des ordinateurs minces. C'est quelque chose qui, moi, m'agresse profondément. Je trouve que ça va. Je trouve pas que ça va aussi bien que les touches qui s'enfoncent. Je trouve que c'est vraiment un pas en arrière. C'est dommage. Ceci étant dit, la plupart des gens à qui j'en parle n'ont pas l'air de s'en faire outre mesure avec ça. C'est peut-être moi qui est un petit peu difficile avec mes claviers. Ce que je suis en fait. Là. Ceci étant dit, j'ai une bonne nouvelle, c'est que le clavier du MacBook Pro n'est pas le même que celui du MacBook original. Donc, il est rendu avec c'est lui de seconde génération en fait. Et les touches rebondissent un peu plus. C'est une nouvelle composante qui a été modifiée. Et donc, ça s'enfonce autant, mais ça donne l'impression que ça s'enfonce plus. Et honnêtement, ça marche bien. J'ai l'impression de faire moins d'erreurs qu'avec le MacBook normal. Je crois que c'est probablement un bon compromis. Donc, pour la minceur et un format qui tape quand même bien. J'aurais préféré des touches traditionnelles qui s'enfoncent, mais honnêtement, là, ça, je suis capable de vivre avec là, sans problème. Maintenant, ce qu'on remarque dans le clavier, surtout, c'est en haut. Donc, il y a une nouvelle barre et c'est la barre tactile Touch Bar, donc dont le nom n'a pas été francisé. Alors, appelons-la barre tactile. Ça remplace ce qu'on avait avant avec les touches F et avec les touches pour monter le volume, le baisser et ces choses-là. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces touches-là sont officiellement disparues. Mais je dis officiellement parce qu'il y a moyen aussi de les faire réapparaître. Donc, si je pèse sur la touche fonction, toutes les touches reviennent. Si je pèse sur un bouton aussi sur la barre, les touches reviennent. Donc, c'est encore là. La touche échappée, qui elle aussi est disparue, ce qui est étrange parce que c'est quand même une touche importante. Elle est à peu près tout le temps en haut à gauche et c'est tout le temps possible de la faire apparaître en haut à gauche. Il y a des gens qui ont dit ah, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est pas vrai. Là, euh, pour ces affaires-là, je trouve que ça va bien. Et même, il y a certaines choses que cette barre-là va mieux. Donc là, je reste dans les fonctions de base. Là. Entre autres, le mécanisme pour la luminosité et pour le volume. Donc, ce n'est plus des boutons qu'on baisse et qu'on monte. C'est vraiment une glissière. Étrangement, le design est fait de la sorte que lorsqu'on veut glisser d'une façon efficace sans lever notre doigt n'est pas exactement sur le curseur, donc ça fait un peu laid, mais ça fonctionne bien et ça permet d'avoir plus de précision, ça permet d'aller rapidement au niveau qu'on veut. Honnêtement, moi je trouve que ça c'est un avantage. C'est pas un gros avantage, mais c'est un avantage. Et ces touches-là peuvent être dans celles qui sont toujours accessibles. Donc on a 4 touches à droite qui sont toujours présentes. Ça peut être paramétré. Donc par défaut, on a Siri, on a la fonction pour sourdine et on a le volume et la luminosité. Moi, personnellement, j'ai changé Siri par capture d'écran, qui est une fonction que j'utilise beaucoup. Donc, vraiment, si c'est d'autres choses, vous avez plusieurs choix là, que vous pouvez utiliser pour changer, pour personnaliser ce menu-là là, qui est à droite. Maintenant, là où Apple espère que la barre devienne intéressante, c'est dans les applications. Donc, chaque application peut personnaliser cette barre-là de certaines façons. Alors, si vous êtes, par exemple, dans la calculatrice, vous allez avoir les fonctions. Si vous êtes dans le calendrier, vous allez pouvoir changer très rapidement de mois. Donc, vraiment vous promener. Dans Safari, vous allez avoir par exemple, accès à comme voir chacun des onglets, donc une petite image, parce que la barre est quand même d'une bonne qualité et en couleur. Et vous allez avoir aussi vos raccourcis, donc plein de choses comme ça. Moi, ce que j'ai trouvé le plus pratique, c'est dans certaines applications, pas dans toutes, on a le clavier à emoji qui apparaît et donc je peux voir tous mes emojis là, facilement dans une barre et je peux les utiliser. Donc si par exemple je suis dans Facebook Messenger, si j'envoie un courriel, comme si j'étais avec un téléphone. Et ça c'est quelque chose qui est que probablement beaucoup de monde vont trouver impertinent, mais beaucoup de monde vont aimer et il y a beaucoup de gens qui des fois avaient à laisser leur ordinateur pour aller sur leur téléphone pour faire ces emojis-là, qui était vraiment une étape complètement absurde. Et donc, ça règle ça. C'est vraiment un des trucs chouettes. Maintenant, Apple espère que cette barre-là va augmenter la productivité. Présentement, moi, je n'ai pas encore vu cet impact-là.
la principale raison que j'ai pas vu ça, c'est que personnellement, je tape sans regarder mon clavier. Je regarde l'écran et je tape. Donc, les différents raccourcis qui vont être mis sur la barre vont être des choses que je vais devoir regarder la barre pour m'en servir et déplacer ma main. Ça prend une fraction de seconde de plus que par exemple prendre un raccourci que je peux faire sans regarder et qui fonctionne pour moi beaucoup mieux. Maintenant, ça c'est moi. Et si je crois beaucoup d'utilisateurs, je dirais avancés, ça va être le cas. Je crois que la barre comme ça, présentement, la plupart du temps, ne va pas permettre d'être plus productif. Pour des utilisateurs plus débutants, d'après moi, ça va être différent. Entre autres, par exemple, si vous êtes dans Pages et que vous avez la prédiction de mots, si vous êtes quelqu'un qui tapez pas vite et qui tapez à deux doigts lentement, là, mais là, de voir le mot écrit au complet, ben, c'est quelque chose qui est efficace et c'est quelque chose qui va vous permettre d'accélérer un petit peu votre vitesse de frappe. Malheureusement, ça ne vous permettrait pas de vous améliorer et d'apprendre à taper avec tous vos doigts, ce qui est probablement un problème aussi, mais c'est quelque chose qui quand même qui peut être un avantage. Puis là, je parle de la prédiction de mots dans ce cas-là, mais ça peut être d'autres choses. Si vous êtes déjà avec les yeux sur le clavier, oui, c'est le genre de choses qui peuvent être plus pratiques. Ceci étant dit, présentement, moi, je n'ai pas vu aucune application là, où vraiment j'ai senti que la barre me permettait d'être plus performant. Ceci étant dit, c'est nouveau. Peut-être qu'avec le temps, les usages, les bons usages vont se répandre et que oui, là, ça va être le cas. Une chose est certaine, par exemple, j'ai trouvé la barre plus intéressante que Force Touch. Donc, Force Touch, c'est une nouvelle fonction qui a été ajoutée au MacBook par Apple l'année dernière. Donc, le pavé tactile du MacBook peut être appuyé d'une façon plus profonde, avec plus de pression. Et ça permet de faire différentes fonctions. Malheureusement, on n'a aucune idée quand est-ce que Force Touch marche. On n'a jamais idée. On ne sait jamais qu'est-ce que ça va faire. On sait jamais. Donc, c'est vraiment... C'est un peu mal fait et on s'en sert jamais, tout simplement. Avec la touch bar, elle, on voit visuellement c'est quoi. On comprend tout de suite qu'est-ce qui se passe. Et ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Donc, ça, je dirais que c'est un plus. Et c'est, à mon avis, là, quelque chose qui me dit que, d'après moi, la touch bar, elle va être là pour rester. C'est du moins mon impression. Là. Maintenant, on va parler des performances. Le MacBook est offert en une multitude de variétés. Je dirais qu'en gros, si on veut garder ça simple, le MacBook de 13 pouces est beaucoup moins performant que le MacBook de 15 pouces. Donc, le processeur est moins performant. Et surtout, le MacBook de 15 pouces est équipé de processeurs graphiques dédiés. Alors, il y a différents modèles de MacBook 15 pouces avec différents processeurs graphiques dédiés. Donc vraiment, les tests benchmark vont changer d'un modèle à l'autre. Moi, ce que j'ai fait, j'en ai fait plusieurs. Écoutez, si on reste, là, disons, dans les généralités, parce que ça dépend aussi de qu'est-ce que vous aviez avant, là, je dirais que c'est la différence de puissance, surtout dans le cas du MacBook de 13 pouces, n'est pas énorme. Si vous avez vraiment un vieux MacBook Pro, oui, vous allez avoir un impact. Si votre MacBook Pro est plus récent, il n'y a pas un gros changement. Ça, je dirais que c'est pas tant de la faute d'Apple, c'est beaucoup de la faute pas de la faute, en fait. C'est un choix d'Intel qui préfère améliorer la consommation énergétique et qui préfère optimiser ses processeurs que de les rendre plus puissants. Alors, ça fait quelques années que c'est comme ça et on voit cet effet-là dans les ordinateurs. Maintenant, ce n'est pas le cas avec les processeurs graphiques qui, eux, augmentent de force considérablement. Ce qui équipe le MacBook Pro, ce n'est pas les dernières plus puissantes, donc on n'a pas de NVIDIA 1070 par exemple. Ces cartes graphiques-là consomment beaucoup plus d'énergie, donc on n'aurait probablement pas pu avoir un ordinateur aussi mince avec une bonne autonomie tout en ayant ces nouvelles cartes graphiques-là. Ce qu'on a, c'est un petit peu moins bon. C'est quand même puissant. Ça va permettre de faire des choses, par exemple, si vous faites du traitement vidéo, ça va vous permettre une accélération logicielle, une accélération matérielle, pardon, plus intéressante.
mais vous n'allez pas pouvoir jouer à des gros jeux et toutes ces choses-là. Donc, c'est pas, faut rester en tête que c'est vraiment des usages professionnels et que ce n'est pas les cartes graphiques les plus puissantes non plus. Si c'est ce que vous avez besoin, il y a d'autres ordinateurs sur le marché. Maintenant, on peut quand même jouer. Ceci étant dit, là, j'ai installé Civ 6 et j'ai fait les benchmarks. Le 13 pouces, il faut vraiment garder la résolution beaucoup plus basse, les graphiques beaucoup plus limités. C'est un peu, donc il faut faire des compromis quand même là-dessus. Le modèle 15 pouces, la résolution est mieux, la qualité est bonne, donc c'est vraiment, ça fonctionne bien. Là. Mais ce n'est pas ça le but ici, pas ça du tout. Donc, en résumé, je dirais que les performances sont bonnes, mais si vous regardez les benchmarks par rapport à ceux des années passées, de l'année dernière, de 2 ans, ça n'a pas évolué énormément. Donc, ça va vraiment aller au cas par cas. Ça dépend aussi des modèles que vous aviez. Règle générale, il faut regarder les mégahertz de votre processeur pour voir là, c'est quoi l'évolution. Mais ce sont de bons ordinateurs, ce sont des ordinateurs puissants. Il y a certaines composantes qui sont très bonnes. Je pense au disque SSD. Il est vraiment rapide. J'ai rarement vu là, des disques SSD en fait aussi vite que ça. Surtout des disques intégrés et non qu'on achète indépendamment. Ça, c'est assez impressionnant. Ça va avoir un effet dans certaines tâches, pas toutes. Ça va avoir un effet, par exemple, lorsqu'on ouvre des applications, lorsqu'on démarre le système d'exploitation macOS. C'est ce genre-là. Il y a un autre point dont beaucoup de gens ont parlé, c'est la mémoire vive. Alors, les MacBook Pro sont limités à 16 Go de mémoire vive. Certaines personnes auraient aimé ça en avoir 32. Donc, on va adresser, on va parler de ce problème-là un petit peu. Oui, c'est vrai. Donc, je ne crois pas que 32 Go de mémoire vive est bon pour tout le monde. Je crois que la plupart des gens, c'est très correct avec 16. Mais, donc, 32, c'est pas pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui pourraient en bénéficier. Je pense entre autres à ceux qui font beaucoup de traitements de photos, qui travaillent avec des grandes banques d'images. Oui, là, c'est un cas où la mémoire vive a vraiment un effet quand même assez marqué là, sur les performances. Ici, c'est pas le cas. Donc, je crois que pour la plupart des gens, c'est pas un problème. Pour ceux qui ont besoin de plus, écoutez, je vous dirais que j'ai l'impression que l'année prochaine, le prochain MacBook Pro va pouvoir aller jusqu'à 32 gigaoctets en option. Donc, présentement, il y a des problèmes sans entrer dans les détails techniques, là, il y a des problèmes de composantes qui fait que 32 gigaoctets n'aurait pas forcément été une si bonne idée que ça. Mais clairement, si Apple peut le faire, ils vont le faire et ça va tout simplement être vendu plus cher. Donc, oui, ça va être là. Pour le reste, bien, écoutez, l'autonomie, on parle d'environ 10 heures d'autonomie en mode vidéo. C'est un peu moins que ça, surtout avec l'usage, ça va être moins que ça. Donc, l'usage va varier, va faire changer beaucoup l'autonomie. Je dirais que ça va ressembler dans le fond avec les autres modèles de MacBook. Donc, c'est convenable, mais vous atteignez pas l'autonomie que vous avez avec un MacBook Air, par exemple. Maintenant, l'autonomie va aussi changer beaucoup selon la façon que vous vous en servez. Entre autres, si vous avez le modèle de 15 pouces et que vous utilisez des tâches qui demandent la carte graphique externe, alors là, votre autonomie va diminuer considérablement. Donc, si vous avez le 15 pouces, c'est important de vous assurer que les options pour que l'ordinateur puisse utiliser les deux, donc le graphique interne et externe, soient activées. Comme ça va vraiment prolonger là, la durée de vie. Évidemment, vous n'avez pas ce problème-là avec le modèle de 13 pouces parce que lui, il est pas... il n'y a pas de carte graphique externe, pardon. Dans les deux cas, c'est bon de considérer qu'on a un processeur qui n'est pas à bas voltage, donc c'est des processeurs avec quand même pas mal de watts. Alors, ça va consommer peut-être un peu plus là, que d'autres ordinateurs sur le marché. Donc, ce n'est pas une autonomie qui est légendaire. C'est une autonomie, je dirais, correcte là, pour un travail normal. Mais c'est pas vraiment la force du MacBook Pro. Il y a d'autres ordinateurs sur le marché là, qui sont quand même pas mal meilleurs que ça de ce côté-là. Il reste un point dont on va parler, c'est le prix. Le MacBook Pro de 13 pouces est vendu à partir de 2300 $. Il y a aussi un modèle avec plus de capacité qui est vendu à 2550 $. Le modèle de 15 pouces, lui, donc, qui est non seulement plus gros, mais qui est aussi doté d'un cœur graphique externe et d'un meilleur processeur, il est vendu à partir de 3000 $ ou de 3500 $. On ne se le cachera pas, c'est cher. C'est pas cher, je dirais, pour les composantes. Donc, si vous essayez là, d'avoir un ordinateur ailleurs
qui est avec les mêmes caractéristiques, il sera pas beaucoup moins cher que ça. Donc, on est vraiment là dans le même ordre de grandeur, je dirais. Apple a toujours un petit premium, mais c'est pas un immense premium non plus. C'est pas aussi gros que certaines personnes ont tendance à le dire. Si vous allez, là, par exemple, dans la qualité de l'écran, dans le processeur qui n'est pas à bas voltage, dans toutes ces choses-là, dans la minceur, dans les matériaux, on se rend compte que c'est pas mal dans les échelles de prix. Ceci étant dit, c'est vraiment chaque composante est chère, donc au final, le résultat est cher. Si vous voulez moins cher, ben écoutez, Apple a un modèle d'entrée de gamme qui est le MacBook Pro 13 pouces sans touch bar. Ceci étant dit, je n'en parle pas ici parce que je ne l'ai pas essayé et que la différence, c'est pas seulement la barre tactile, c'est aussi les composantes qui sont moins bonnes. Donc, entre autres, le processeur qui est un processeur à bas voltage. Donc, puisque je ne l'ai pas testé, je préfère pas trop m'avancer. Il y a aussi beaucoup d'autres ordinateurs sur le marché qui sont moins chers. Souvent, vous allez devoir faire un compromis à quelque part. Donc, soit que le compromis va être sur l'écran, donc un écran 1080p, soit que le compromis va être sur le processeur, qui va être un processeur à bas voltage. Le compromis, des fois, peut être sur le design. Donc, la taille, si l'ordinateur est plus gros, souvent, c'est moins cher. Si l'ordinateur est dans d'autres matériaux, c'est moins cher un petit peu. Donc, dépendamment de ce que vous êtes capable d'accepter, ce que vous voulez accepter, ce que vous avez besoin d'accepter, vous pouvez trouver moins cher ailleurs, là, sans problème. Et quand je dis moins cher, je veux dire quand même significativement moins cher. Là. Évidemment, plus le prix est bas, plus il va falloir faire des compromis gros. Maintenant, si vous, ce que vous recherchez, c'est vraiment là, le meilleur, le MacBook Pro est un des choix que vous allez avoir. Ce n'est pas le seul choix, il y a aussi d'autres bons ordinateurs PC qui sont chers et qui sont bons. Je pense entre autres au Surface Book de Microsoft, qui est également assez dispendieux, surtout le modèle avec la base performante. Donc le MacBook est un de ceux-là. Et est-ce que c'est un bon choix? Bien, écoutez, dans l'ensemble, oui. C'est un appareil qui est compact, c'est un appareil qui est agréable à transporter, qui est vraiment d'un bon format. Moi, c'est vraiment ça, je trouve, là, la force. C'est un appareil que presque chaque détail est intéressant. Le pavé tactile fonctionne bien, il est super grand. Le clavier, je ne suis pas un fan, mais il y a des gens, mais c'est pas tout le monde qui semble avoir mes problèmes avec. L'écran, il est lumineux, il est beau et tout ça. Il y a un problème, c'est un problème qui est règle générale mineure et c'est les ports. Donc, le USB-C est le port de l'avenir, ça ne fait aucun doute, c'est clair dans mon esprit. La plupart des gadgets que j'ai testés cette année sont en USB-C. Alors, c'est vraiment un port qui est pratique et qui va être de plus en plus pratique. Je suis content que le port soit là. Ceci étant dit, j'aurais aimé ça qu'il y ait d'autres ports aussi. J'aurais aimé ça qu'il y ait un USB-A, j'aurais aimé ça qu'il y ait une fente pour carte, pour carte SD ou au pire micro SD. Parce qu'on s'entend que le MacBook aurait l'espace pour avoir ces ports-là. Et donc, c'est vraiment un choix qu'Apple a fait et c'est un choix avec lequel je ne suis pas d'accord. Donc, je dirais que la plupart du temps, traîner des adaptateurs, ce n'est pas un gros problème. Moi, celui-là reste dans le fond de mon sac en permanence. Et donc, quand j'en ai besoin, je le prends et il est là. Ceci étant dit, ça arrive des fois où je ne l'ai pas. Donc, des fois où j'ai pris un autre sac, des fois où j'ai laissé mon sac à la maison et que je suis parti avec seulement l'ordinateur, des fois où, mille et une raisons, là, j'ai oublié cet adaptateur-là, et bien là, je suis pris et des fois, un problème qui est mineur devient majeur. Et ça, c'est vraiment embêtant, surtout que ce n'était pas nécessaire. Ceci étant dit, ça ne sert à rien qu'on s'attarde sur le sujet pendant 8 ans parce que c'est ça qui est ça. Et écoutez, j'ai utilisé pendant à peu près un an et demi le MacBook, comme le plus mince, là. Et c'est la même chose. Et honnêtement, je ne suis pas mort. Et je trouvais que moi, personnellement, pour mes besoins à moi, les avantages de la minceur et du poids étaient plus grands que les inconvénients de l'adaptateur. Et pour mes besoins à moi, encore une fois, c'est la même chose avec le MacBook Pro. Maintenant, ce sera pas la même chose pour tout le monde. Donc, je crois que c'est vraiment là à vous de faire la part des choses sur les besoins que vous avez. Est-ce que vous branchez vraiment souvent des trucs? Est-ce que l'adaptateur risque d'être un problème pour vous ou non? Je crois que dans la plupart des cas, ce ne sera pas quelque chose. C'est quelque chose qui est embêtant, mais qui n'est pas majeur. Donc, vraiment, il faut voir sur le reste qu'est-ce qui vous intéresse vraiment, qu'est-ce que vous recherchez comme ordinateur. Le MacBook Pro, dans l'ensemble, sans être la seule option, est une des bonnes options là, sur le marché.
Pour avoir plus d'informations, je t'invite à consulter mon site web, maximejohnson.com/techno.